manière générale, j'aurais aimé savoir que les rêves changent de forme, qu'ils évoluent en fait. J'aurais, j'aurais aimé que très tôt on me dise qu'il n'y a pas de chemin préétabli, que je n'avais pas à avoir forcément un parcours, que ce soit professionnel ou personnel, écrit à l'avance. Ça m'aurait évité, quoi qu'on dise, beaucoup de frustration et ça m'aurait évité beaucoup d'attentes. Euh, Dans le sens où j'aurais compris très tôt que il n'y a pas de bonne ou de mauvaise voie et qu'il n'y a pas, professionnellement parlant, de bon ou de mauvais choix. Euh, qu'il s'agit simplement de se sentir bien dans ce qu'on fait, d'être bien avec la personne qu'on est et que ça suffit amplement, qu'on n'a pas besoin en fait de se focaliser sur ce qui paraît être la bonne chose à faire. Voilà, ça c'est une des premières choses que j'aurais aimé savoir. Salut, j'espère que tu vas bien. Alors, tu viens d'écouter quelque chose de la bonne musique. C'est une musique, en fait, composition musicale de mon premier sponsor de ce podcast qui s'appelle Evenia Kojo, alias de Eric. Euh, Nous l'appelons communément Didi Eric. Donc, c'est un Togolais qui est beatmaker et qui a accepté m'accompagner dans cette aventure. Donc ça, c'est la première annonce. Donc oui, aujourd'hui, le podcast commence avec des annonces. La deuxième annonce aussi, c'est de te dire en fait qu'il y a une liste qui est ouverte. Donc si tu es entrepreneur, si tu es une entreprise ou une organisation, n'hésite pas à me contacter si tu as envie de sponsoriser ce podcast pour m'accompagner dans cette aventure ou pour tout simplement collaborer, bien évidemment, échange de bons procédés, pas de souci. Si d'aventure aussi tu as besoin de mes services, peut-être pour un accompagnement en fait en stratégie com, et etc., on peut toujours trouver justement une manière de pouvoir travailler ensemble. Donc, ce sera avec plaisir également. Donc, voilà, je suis ouvert. La liste est ouverte, donc n'hésite pas à me contacter par, via les médias sociaux, hein. Bien évidemment, on peut me contacter par Facebook, WhatsApp, Twitter. Très facile. Ceux qui ne font pas partie de ma liste de diffusion WhatsApp, n'hésitez pas à me contacter, je vous ajouterai sans aucun souci. Je vous laisse également mon mail, betedem à commercial ou arobase gmail.com. Donc, betedem, comme vous l'entendez, G-B-E-T-E-D-E-M. Donc, G-B-E-T, Edem, E-D-E-M. Donc, le tout collé, bien évidemment, à commercial.gmail.com. On pourra parler de comment vous voyez justement ce partenariat. Voilà. Et dernière chose, j'ai décidé de créer de l'emploi en fait à travers ce podcast. Donc, il y a des personnes qui sont intéressées pour travailler avec moi, graphisme, montage de vidéos, etc. Donc, j'ai créé une cagnotte en ligne. Tu peux y participer si tu le souhaites avec le montant qui t'intéresse. Il n'y a pas du tout de restrictions ou de, voilà, etc. 100 dollars, 10 dollars, 5 dollars, 500 dollars, etc. Bien entendu, au-delà de 150 dollars, je pourrais justement
te mettre en contact avec peut-être d'autres entrepreneurs pour d'autres services à pouvoir te proposer. Ça peut être très intéressant, peut-être pour ta pub, pour qu'on puisse justement te faire une pub en mode voix off, justement avec Théophile Wininga plutôt. Donc, il y a justement des choses à se faire ensemble. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'en parler. Alors, ce sera tout pour les annonces. Tu te demandes si tu t'es trompé d'émission. Non, pas du tout. Tu es très bien dans l'émission Ce que j'aurais aimé savoir. Et tu es avec Eden Betoglo. On se dit à tantôt. Bonjour tout le monde, bonjour. Toi, j'espère que tu vas bien. Ça me fait plaisir de te retrouver dans l'épisode 12 de l'émission Ce que j'aurais aimé savoir. Moi, c'est Eden Betoglo. Je suis le créateur, l'animateur et le producteur de ce podcast et principalement de cette émission Ce que j'aurais aimé savoir. Alors aujourd'hui, j'accueille une grande dame, une amie à moi qui s'appelle Samantha Tracy. Elle est congolaise de nationalité, elle vit actuellement au Sénégal. Elle évolue dans la communication depuis un certain nombre d'années déjà. Elle est également blogueuse. Tu peux facilement la retrouver en ligne. Elle est blogueuse sur la plateforme Mondoblog. Elle a son propre blog également. Et tu peux la retrouver aussi sur Twitter où elle donne beaucoup de conseils. Elle adore le rap aussi également. Alors, je ne vais pas dévoiler tout ce qu'elle nous a dévoilé dans le podcast. Je vais te laisser découvrir d'autres facettes d'elle sans aucun souci. Alors, Samantha nous partage en fait un certain nombre de choses sur sa vie personnelle. Déjà, elle donne un conseil très fondamental, l'importance de faire, disons, le distinguo entre la vie réelle et la vie virtuelle. Elle le fait en fait et elle fait vraiment une dissociation entre ces deux vies-là en fait. Et seconde chose, elle nous parle aussi de son partenaire de vie ou disons d'un certain nombre de petites choses qui pourraient vous être très utiles. Elle parle du féminisme également. En outre, on a essayé de faire un peu, disons, on a parlé du fait qu'elle ait quitté le Congo très tôt pour se rendre au Sénégal. Elle donne beaucoup de conseils par rapport à ça. Donc, les petits défis qu'elle a rencontrés, parlant de la gestion de l'argent, parlant justement des fréquentations, parlant également de l'éducation sexuelle. Oui, on en a parlé dans ce podcast. Donc, si tu as des petits frères, des petites sœurs, avec qui tu discutes de ces types de sujets, peut-être que ce podcast pourrait leur être utile. Donc, je te conseille de l'écouter et ensuite de voir comment tu pourrais en discuter avec tes petits frères, surtout si d'aventure il devrait ou elle devrait se rendre dans un pays étranger très bientôt. On a aussi fait le tour du sujet qui concerne la confiance des parents en leurs enfants qui partent en voyage pour des études. Je pense que c'est quand même le quotidien de beaucoup de personnes, de beaucoup d'étudiants étrangers. Et donc, je pense que ça pourrait être vraiment très utile pour toi qui m'écoutes aujourd'hui. Et enfin, j'en profite pour t'annoncer que dans quelques jours, j'anime une formation sur comment concevoir, enregistrer et diffuser son podcast en ligne. Et surtout, l'idée derrière, c'est vraiment de pouvoir échanger avec tous ceux qui se trouveront dans la formation, de leur donner en fait de petits tips et surtout de voir comment conseiller des entrepreneurs qui veulent intégrer le podcast en fait dans leur stratégie de com et marketing. Alors moi, ça me ferait plaisir parce que ça fait partie de mes activités également professionnelles et je pense que ça pourrait vous être utile si vous êtes dans la situation. Alors je laisserai en fait le lien d'inscription dans la description de cet épisode. Alors on se dit à tantôt, c'est très bien l'émission Ce que j'aurais aimé savoir, épisode 12 avec Eden Betoglo. On se dit à tantôt avec Samantha Tracy. Bonjour à tout le monde, bonjour Samantha, comment tu vas? Salut Edem, je vais super bien et toi? Ça va, je me porte à merveille. Et je te remercie déjà d'accepter cette invitation. Et je pense que tu as beaucoup de choses à me partager. Je vais pas ouvrir la boîte de Pandore pour le moment.
Donc, déjà, j'aimerais bien, en fait, que ceux qui nous suivent puissent te connaître. C'est qui, Samantha? Ben, Samantha, c'est une jeune femme de 30 ans. Je suis congolaise et je vis à Dakar au Sénégal depuis maintenant 14 ans quand même, mine de rien. C'est Samantha, dans la vie de tous les jours, je suis chargée de communication digitale pour une institution. Je travaille dans l'humanitaire depuis maintenant 9 ans. Et voilà, je suis blogueuse, slameuse, créative, amoureuse de la vie. Voilà, je suis un mix de tellement de personnalités que, comme j'ai l'habitude de le dire, je ne suis pas seule dans ma tête. Voilà. Wow. En gros, en gros, tu fais beaucoup de choses à la fois, en fait. En fait, est-ce que tu fais du slam et de la com vraiment assez souvent ou c'est vraiment un hobby, le slam, par exemple? Ah ben le slam, je vais dire que le slam, c'est un petit peu ce qui a contribué à faire de moi la grosse parleuse que je peux être. Pour la petite histoire, j'ai commencé à slammer parce que j'avais une grosse peur de parler en public. Donc je tremblais, j'avais peur du public, je voulais pas. Et j'ai commencé à slammer pour vaincre cette peur et voilà, j'y suis restée. D'accord, ok. Alors, dis-moi, Samantha, moi déjà, ce que j'apprends, c'est que tu as beaucoup de qualités, tu as beaucoup de compétences, surtout, si on peut le dire comme ça. Euh, Tu as fait des études en communication avant d'atterrir dans la communication pour des organisations humanitaires. Du coup, est-ce que tu as étudié le droit également? Ah On d'accord. aimerait bien savoir en fait ce qu'il en est. Bon, en ce qui concerne mon cursus, j'ai eu un bac A4, euh, donc littéraire à l'âge de 16 ans au Congo. Et je suis venue au Sénégal pour des études à la base en journalisme. Finalement, je me suis orientée vers la communication. Donc, j'ai fait une licence en communication, option comme commercial publicité. Juste après, je me suis tournée vers tout ce qui était art graphique. Donc, j'ai fait 2 ans en art graphique, tout ce qui est infographie, montage audiovisuel. Euh, et voilà, essentiellement, c'est un petit peu ça ma formation. Et par la suite, j'ai touché à des formations ici et là sur diverses thématiques, notamment dans l'écriture, dans l'utilisation de certains logiciels. Voilà. D'accord. En fait, en gros, mine de rien, ton parcours académique a été assez bénéfique en fait à ce que tu fais actuellement, ton parcours Ah professionnel. oui, clairement, parce que dès le départ, c'est vrai que moi, quand j'avais 10, 11 ans, j'avais un rêve très précis. Je voulais être journaliste, reporter de guerre. C'était clair, c'était précis, c'était net. Et donc, plus jeune, après mon bac, je me suis dit, je vais faire des études en journalisme. Et avec le temps, je me suis rendu compte que c'était pas forcément le seul aspect que je voulais aborder. Je voulais voir plus grand. Et pour moi, la suite logique, c'était la communication. Donc, je suis allée vers la communication. Et ce qui s'est passé, c'est qu'avec le temps, je me suis rendu compte que la communication telle qu'on me l'a proposée à l'école était très théorique. C'est-à-dire que au bout de 3 ans d'études, licence en poche, je sortais avec beaucoup de théorie, avec une connaissance du milieu, hein, mais très théorique. Et moi, ce que je voulais, c'était le côté pratique. Je voulais être capable de monter un projet de communication de A à Z. Et donc, je suis allée me former pour pouvoir avoir une compétence pratique. Donc, voilà, j'ai eu je vais dire, une formation assez logique parce que très tôt, je savais où je voulais aller et heureusement, j'ai pu atteindre les objectifs que je m'étais fixés. D'accord. Mais du coup, lorsque je t'écoute, je me demande si tu n'as pas quelque chose à reprocher en fait à ton parcours académique. Est-ce que tu aurais voulu, par exemple, que dans ton parcours académique, il y ait des choses qui touchent vraiment la pratique de la communication avant même que tu commences à travailler? Clairement, oui, j'aurais voulu
que très tôt à l'école, qu'on me donne tous les outils dont je pense avoir besoin dans la vie. Malheureusement, ici en Afrique, je sais pas ce qu'il en est pour maintenant, hein. Moi, quand j'ai commencé, quand je suis arrivée en première année, c'était en 2006, j'avais 16 ans, et ce qu'on offrait à ce moment-là, c'était vraiment la base très théorique. C'était du journalisme qu'on avait plus ou moins amélioré et auquel on avait donné le nom de communication. Voilà, si je peux dire ça comme ça. Et c'est avec le temps et disons-le, le fait de rencontrer différents profils, de vivre différentes expériences, que heureusement, j'ai pu me dire qu'il fallait que j'enrichisse ce que j'avais déjà reçu de base. Voilà. D'accord. Ok. Alors, moi, je vais te poser une question assez directe, là maintenant, et Vas-y. puis on va passer aux grandes questions. Euh, Où en es-tu en fait dans la réalisation plutôt de ton projet professionnel? Est-ce que tu penses vraiment que tu es à un niveau que tu as toujours souhaité actuellement? Franchement, c'est difficile à répondre. C'est une question difficile que de savoir si je suis là où je pensais être. Je sais pas, si on demandait à Samantha, qui avait 20 ans, où elle serait à 30 ans, je pense que j'aurais dit que, je sais pas, j'aurais eu un doctorat, que voilà, j'aurais fait de grandes écoles et tout ce qui va avec. Parce que c'est un petit peu dans ça qu'on m'a élevé. Voilà, on a le bac, on va à l'université et puis on décroche un doctorat. Mais finalement, avec le temps, ce que je peux dire, c'est que euh, j'ai dû apprendre que malheureusement ou heureusement, on n'a pas forcément le parcours qu'on aimerait avoir. Donc, je me suis retrouvée finalement à rebâtir une nouvelle histoire, à rebâtir de nouveaux rêves, si je peux dire ça comme ça. Et oui, je pense qu'à l'heure actuelle, je suis là où je dois être. Je ne vais pas dire là où j'aurais aimé être parce que c'est très flou pour moi. Je ne sais pas trop en vrai où j'aurais aimé être à 20 ans, plutôt il y a 10 ans. Mais ce que je peux dire, c'est que à l'heure actuelle, je pense être là où je dois être. Voilà. Je suis satisfaite du parcours que j'ai eu, des expériences, des contretemps aussi. Ça, il faut le dire. Il y a des choses que je n'avais pas forcément prévues qui me sont tombées dessus et qui, à mon avis, ont contribué à réorienter les choses. Est-ce qu'on peut dire que c'est des choses positives qui te sont tombées dessus? Elles sont pas forcément positives. Pour la petite histoire, quand j'ai eu ma licence, je venais d'avoir 19 ans. Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que pour des raisons familiales, ça devenait compliqué. Voilà. Et qu'à ce moment-là, j'avais une licence en poche. C'était a priori suffisant pour commencer quelque chose dans la vie. Mais j'en voulais plus à ce moment-là. Parce que pour moi, je me disais que, comme je t'ai dit tout à l'heure, il y avait un parcours auquel je m'attendais. Donc, bac, licence, master, doctorat. Et donc, quand je me suis retrouvée à devoir arrêter à la licence, j'avais comme un sentiment de ne pas avoir atteint mes objectifs. Et à ce moment-là, pour moi, c'était un mauvais contretemps. Euh, j'étais dans tous mes états. Mais quand je vois les choses avec un peu plus de recul, je pense que ce qui s'est passé à ce moment de ma vie m'a permis déjà de prendre des décisions fortes. Donc, parce que je voulais rester à l'école, j'ai décidé d'entrer dans le monde du travail, de soulager un petit peu les parents en espérant revenir à l'école. Mais finalement, au moment de revenir à l'école, ma vision des choses avait changé. Je ne voulais plus forcément avoir le parcours que j'avais imaginé. Moi, je voulais autre chose. C'est à ce moment-là, comme je te dis, que les choses ont changé dans ma tête, que j'ai pu réaliser que oui, ma licence, elle me donnait une connaissance très théorique, mais que je voulais quelque chose de plus pratique parce que je savais un peu plus où j'allais. Donc, c'était pas forcément quelque chose
de bien à ce moment-là, mais aujourd'hui, c'est totalement bénéfique pour moi. D'accord, ok. Bah, je pense que ceux qui nous écoutent ont appris beaucoup sur toi. J'espère. Parce que je pense que beaucoup de gens te lisent sur Twitter, mais peut-être ne connaissent pas toute cette partie de ta vie, par exemple, tu vois. Et je trouve intéressant justement que tu veuilles nous partager tout ça. Euh, Samantha, dis-moi, par rapport à tout ce que tu nous as partagé tantôt, euh, là on a parlé que du volet académique, volet Ouais, professionnel, le fait que tu aurais peut-être voulu faire un doctorat parce que justement, je pense que tu n'es pas la seule à 20 ans à penser à ça. Je pense qu'on est tous formatés de cette façon. J'en fais partie d'ailleurs. Et mhm, donc, du coup, on se dit, voilà, à cet âge, je veux pouvoir faire un doctorat, terminer, donner des cours à l'université, être agrégé, bon, bref, voilà. c'est ça. Et là, on se rend compte justement que la vie n'est pas aussi facile que ça et qu'on aurait peut-être voulu faire autre chose. On découvre Mhm. justement d'autres choses, tout simplement. Et on s'adapte, on se rend compte qu'on est heureux dans ce qu'on est en train de faire, tout simplement. Mais tu sais, Edem, comme tu le dis, hein, on s'adapte, mais avec du recul, tu vois, aujourd'hui, je me dis que je suis plutôt heureuse de ne pas avoir pris cette direction-là, parce qu'elle ne m'aurait pas forcément, euh, elle n'aurait pas été totalement moi. Euh, Elle ne m'aurait pas emmenée où je suis aujourd'hui. Elle ne m'aurait pas permis de découvrir tout ce que je peux découvrir grâce euh, au métier que j'exerce aujourd'hui, en fait. Donc, il y a du positif dans tout ça et zéro regret surtout. Excellent, vraiment très excellent. Mais Samantha, dis-moi, qu'en est-il de ta vie privée, sentimentale? Est-ce que ta vie privée a eu un impact justement sur tes choix? Ou est-ce que tu Ma, penses que tu as pu faire le tri très facilement? Quand tu parles de vie privée, tu parles de famille ou de tout ce qui peut concerner ma vie de couple? Les deux. Les deux. Waouh. En ce qui concerne ma vie de famille, je pense que très tôt, j'ai dû grandir. Euh, Très tôt, j'ai dû prendre des responsabilités. Et j'ai beaucoup de chance, je le dis toujours, d'avoir ma mère dans ma vie. Ma mère, c'est le socle de ma vie. Je saurais même pas comment te le dire. C'est la personne autour de laquelle je construis un peu tout. Parce que très tôt, ma mère m'a fait confiance. Comme je te l'ai dit plus tôt, j'ai eu mon bac à 16 ans. Et dans le contexte où nous étions, c'était compliqué de faire des études au Congo. Euh, Ma mère espérait le meilleur pour moi, donc elle s'est dit pourquoi ne pas tenter ailleurs. Et cet ailleurs, ça a été finalement le Sénégal, mais tout le monde était choqué. Comment tu envoies un enfant qui a 16 ans dans un pays étranger? Parce que je ne venais pas en famille, hein, loin de là. Moi, je venais, j'avais deux cousines ici, et puis j'étais censée trouver mon logement, et puis voilà, me débrouiller en quelque sorte. Donc, tout le monde était choqué. Et là, ma mère a dit un truc que je ne peux pas oublier. Ça fait partie des choses que je ne peux pas oublier de cette femme-là. C'est qu'elle a dit, j'ai eu 16 ans pour l'éduquer. Si ça ne marche pas, c'est pas maintenant que je vais me rattraper. Et ça, c'était fort parce que pour moi, c'était la plus grosse preuve de confiance qu'elle pouvait me faire. Et aujourd'hui encore, ma mère, tu peux lui dire tout ce que tu veux, hein, preuve à l'appui. Quand elle m'appelle et qu'elle me demande est-ce que c'est vrai, si je dis non, c'est que c'est non, tu vois. Donc oui, ma mère a eu un gros impact dans ma vie. Ma mère, c'est très tôt, c'est elle qui m'a donné le goût du travail bien fait. Quand j'étais plus jeune, parce que mon histoire, hein, tu sais, elle est compliquée, mais quand j'étais plus jeune, ce que moi j'ai appris d'elle, très tôt d'ailleurs, c'est que la facilité ne devait pas être mon option. Très tôt, elle m'a obligée, entre griffes, à me prendre en main, à travailler et à mériter tout ce que je voulais. Et ça, c'était sans discussion. Euh, et oui, je pense que ça a eu un gros impact parce que quand il a fallu, par exemple, décider si oui, je m'arrêtais
après mes 3 ans d'études, je rentrais au pays et je cherchais un boulot, c'est parce qu'elle a cru en moi, en quelque sorte, qu'elle m'a dit « Ok, je te suis, prends une décision et on voit ce que ça va donner. » Ce qui m'a boosté. Je pense que j'ai beaucoup de chance d'avoir une maman qui croit tellement en moi. Elle croit tellement en moi, elle me pousse comme elle peut, elle m'a élevée en me disant que je pouvais tout faire et je pense que ça a eu beaucoup d'impact parce qu'aujourd'hui, je me dis que je peux tout faire. Donc voilà, pour le côté familial, clairement, ça a eu un gros impact. Ok, d'accord. Donc là, on peut dire que maman a joué un rôle important. Je pense que comme dans la vie de beaucoup d'enfants, maman a joué un rôle assez important dans ta vie. Mais juste avant qu'on aille vers la vie de couple, parce que je suppose que c'est ce que tu vas aborder tantôt, j'ai juste une petite question à glisser. Vas-y. Lorsque tu es arrivé à Dakar à 16 ans, est-ce qu'il y a eu des défis dont tu voudrais nous parler? Est-ce que quelque part, tu as envie peut-être de donner des conseils à nos jeunes sœurs qui arrivent, afin qu'ils quittent la famille assez tôt pour arriver dans un pays étranger? Donc, quand je suis arrivée à Dakar, waouh, le premier défi, je crois, ça a l'air bête comme ça de le dire, c'était de manger. En vrai, c'était ça, c'était de manger. Parce que voilà, moi j'ai vécu dans un environnement où quand je rentrais des cours, maman avait fait à manger, quoi. Et là, je me retrouvais dans une situation où, voilà, il fallait que je me gère. Mais bon, blague à part, le plus gros défi, c'était de gérer mon argent, sérieusement. Parce que malheureusement, à 16 ans, en tout cas pour ma part, je ne savais pas encore gérer mon argent. Et là, je ne parle pas de gérer mon argent de poche, hein, je parle de gérer mon loyer, mes factures, l'argent qu'on m'envoie pour les cours, mes petites dépenses, les sorties avec les amis, tout ça. Je n'avais en vrai aucune préparation à tout ça. Donc, je me retrouve dans une situation où chaque fin de mois, on m'envoie de l'argent. Et en vrai, je suis seule décisionnaire de comment je gère cet argent. Et ça a été le plus gros défi parce que les premières années, au bout du, je sais pas moi, le 10, j'avais plus rien. J'avais plus rien et je devais appeler maman pour lui dire que j'ai pas d'argent, que j'ai faim, que j'ai pas fait des courses, que j'ai pas payé mes factures. Voilà. Ça, je pense que ça a été le plus gros défi parce que on ne nous prépare pas à ça en fait. Je sais pas si c'est moi parce que finalement je suis partie très tôt de la maison, hein, mais je veux dire moi en tout cas je n'étais pas préparée à ça, à gérer mon argent. Et l'autre gros défi, je dirais, c'est peut-être les fréquentations. Les fréquentations, surtout quand on est jeune, quoi qu'on dise, on a reçu une éducation avec les parents. Mais lorsqu'on se retrouve dans un milieu qui est nouveau pour nous, clairement, on réapprend à s'adapter. Et les fréquentations jouent un grand rôle. Donc oui, savoir choisir nos fréquentations, avec qui on marche et avec qui on ne le fait pas. Voilà. Ok, d'accord. Très intéressant. Et je pense que tu as pu t'en sortir de toute façon, tu as pu t'adapter. Oui, j'ai survécu. Voilà, tu as survécu. Et donc, je pense que c'est plutôt les deux grands défis quand même que beaucoup de personnes rencontrent. Il y a d'autres défis, peut-être académiques, etc. Mais je pense que les gros défis, c'est surtout ça, les fréquentations et comment gérer son argent. Et peut-être que ça pose aussi le problème de la préparation des enfants avant qu'ils ne quittent en fait le pays pour d'autres pays. Parce que parfois, on n'a pas cette peut-être discussion avec les parents. Il y a des parents qui le font, il y en a qui le font à moitié, il y en a qui le font pas du tout. Donc, qui te disent, voilà, tu es une grande personne maintenant, je t'enverrai de l'argent, tu vas gérer et tout. Alors qu'on ne nous a jamais vraiment appris à le faire, en fait. Donc, quelque part... Mais tu sais, maintenant que tu le dis, il y a un autre point qui, pour moi, est super important, c'est que quand même, quand j'ai quitté le pays, j'avais 16 ans, mais ma mère a tenu quand même à parler avec moi de tout ce qui était question sexuelle, sans tabou. Et je pense que ça aussi, quand même, ça a beaucoup aidé parce que
quand tu te retrouves finalement à l'étranger, loin de ta famille, loin de tout ce que tu connais, ce sont ces fréquentations-là qui vont peut-être déterminer comment, surtout en tant que femme, tu vas gérer ta sexualité. Et je pense que c'était intéressant et peut-être salvateur que ma mère ait pris le taureau par les cornes pour me dire, écoute, voilà, tu pars, tu seras seule, fais pas n'importe quoi. Ça a aidé. D'accord, ok. Bah, beaucoup de mamans ne l'auraient peut-être pas fait en Afrique, surtout concernant ce sujet en particulier. Et donc, ça en revanche, honnêtement, je suis sûr que si on fait un sondage, bah, tu serais l'une des rares personnes qui a pu bénéficier. Ouais, ça reste quand même hyper tabou, j'avoue. Ouais, ça reste hyper tabou. Alors, justement, ça nous amène justement à aborder le bon sujet. Tu nous as parlé de ta famille, justement, du fait que ta maman a été vraiment d'une aide dans la construction, justement, de ton futur que tu vis actuellement. Donc, et donc, j'aimerais savoir aussi si il y a eu quand même un rôle de ta vie de couple, en fait, dans tes choix. Est-ce que ta vie de couple a dicté tes choix, en quelque sorte? Waouh. Dicter mes choix, c'est un grand mot. C'est un grand mot. Je pense que lorsqu'on a un certain âge, on avance un petit peu avec des œillères, on vit le moment présent, on ne sait pas trop où on va pour certains d'entre nous. Mais passé un certain âge, c'est vrai que le fait d'avoir le bon partenaire, en tout cas à ce moment-là, ça peut aider. Donc, moi, je vais dire que j'ai beaucoup de chance d'être en ce moment avec quelqu'un que je connais depuis plus de 10 ans maintenant quand même. Quelqu'un qui est très présent, qui me connaît. On s'est connus alors que j'avais 18 ans par là, ouais. Donc quelqu'un qui me connaît bien, quelqu'un qui m'a vu grandir, qui sait par quoi je suis passée, qui sait de quoi je suis capable et surtout qui sait quelles sont mes faiblesses à moi. Donc ça me permet aujourd'hui de savoir que lorsqu'il s'investit ou lorsqu'il me conseille par rapport à un aspect de ma vie, c'est en connaissance de cause. Parce qu'il y a Samantha que j'affiche un peu partout. C'est Samantha que tout le monde connaît sur les réseaux sociaux, voilà. Et puis, il y a Samantha de la vraie vie qui a beaucoup, mais alors là, beaucoup d'imperfections. Et je pense que j'ai beaucoup de chance d'être avec quelqu'un qui me connaît aussi bien. Très intéressant. Très, très, très intéressant. Moi, je retiens deux choses, en fait, de ce que tu viens de dire. La première chose, en fait, c'est que tu es avec quelqu'un qui te connaît depuis bien longtemps. C'est ça. Et donc, qui connaît, en fait, qui connaît tes imperfections et qui les a acceptées. Et ça, c'est très important dans toute relation d'ailleurs, hein, qu'elle soit amicale ou amoureuse. Et ça, je trouve ça très intéressant parce que vous avez pris du temps pour construire quelque chose jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est bien. La seconde chose que je trouve vraiment très intéressante, c'est justement quand tu dis qu'il y a deux Samantha. Il y a la Samantha des réseaux sociaux, etc. Et il y a l'autre Samantha qui a des imperfections, qui construit quelque chose de solide avec quelqu'un, etc. Et la troisième chose, peut-être, là, je ne l'avais pas mentionné au début, c'est que, si je comprends bien, ta vie de couple n'a pas vraiment, eu d'impact sur ton choix professionnel, en fait. C'est-à-dire que tu as construit les deux au même moment, donc ça a évolué progressivement, si je comprends bien. Bon, je vais répondre déjà à ta première question. Quand je dis il y a les deux Samantha, sur les réseaux sociaux, je suis la personne que je choisis de montrer. C'est-à-dire, je vais choisir de montrer mes réussites, certaines de mes peurs, ce que je veux en fait que les gens voient. Mais sur les réseaux sociaux, je ne vais pas montrer forcément tout ce qui est intime en moi. Donc, tout ce qui va me mettre à terre ou tout ce qui va contribuer à m'exposer aux yeux de tous en quelque sorte. Et
je pense qu'on est un petit peu tous comme ça parce que en vrai, il y a ce qu'on montre aux gens qui nous connaissent et ce qu'on choisit de montrer aux gens qui nous suivent. Pour moi, c'est très séparé. Sur les réseaux sociaux, c'est jamais, ou en tout cas, c'est pas souvent que je vais exposer ma vraie vie. Voilà. Sinon, en ce qui concerne mes choix professionnels, non, je pense pas que ma vie de couple ait eu beaucoup d'impact dessus. Parce que je n'ai pas forcément eu des choix qui me mettaient en contradiction avec ce que je voulais faire professionnellement et ce que m'imposait ma vie de couple, jusque-là en tout cas. Après, avec le temps, ce que moi je peux dire en tout cas jusque-là, c'est que ma vie de couple, quoi qu'on dise, la personne avec qui je suis, c'est quelqu'un qui m'aide à prendre les bonnes décisions, en tout cas les décisions que j'estime être les bonnes. Et c'est quelqu'un qui m'accompagne suffisamment pour me dire, écoute, si tu veux le faire, tu le fais. C'est probable que tu te trompes. C'est probable que tu te trompes, c'est probable que ce ne soit pas la bonne direction, c'est probable que tu regrettes peut-être certains choix, mais c'est pas grave parce qu'en vrai, je suis pas loin. On va trouver une solution par la suite. Donc voilà. Je pense que ma vie de couple, c'est surtout une affaire de, je vais dire ça comment, de partenariat. Voilà, j'aime beaucoup ce mot. On est deux partenaires, on sait où on va. Il se peut que nos choix ne soient pas forcément les mêmes, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel, mais on va essayer de faire des compromis pour finalement essayer de tirer le meilleur de chaque situation. Très, 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 très intéressant. J'ai bien aimé en fait le fait que tu utilises le mot partenaire. Je pense que c'est peut-être un mot que beaucoup de personnes ont du mal à comprendre aujourd'hui. Je suis ravi de voir que justement, tu es assez averti sur le sujet. On va pas refaire le schéma, quoi. En gros. Alors, là, Samantha, actuellement, je pense que tous ceux qui nous écoutent ont une idée de la personne que tu es, en gros. Tes études, ton parcours professionnel, ce que tu fais actuellement, ce qui te passionne un peu quand même aussi, parce qu'on a compris que tu aimes beaucoup communiquer. Donc, tu aimes aussi slammer. Donc, c'est toujours bon à savoir. On ne sait jamais. Peut-être que tu pourrais slammer pour un contrat professionnel aussi. Parce qu'il y a des entreprises qui, parfois, ont besoin de ça. On n'en sait rien. Ah oui, quand même. Bien sûr. Donc, je pense qu'on a appris beaucoup de choses sur toi, sur ta famille, ta vie de couple, etc. Mais maintenant, dis-nous ce que tu aurais aimé savoir. On va vers la question centrale en fait du podcast. Je me dis en fait qu'il y a peut-être des choses que tu aurais aimé savoir qui auraient été utiles aujourd'hui dans ta situation actuelle, qui auraient peut-être changé des choses, hein, positivement, peut-être négativement, j'en sais rien. Mais quelles sont les choses que tu aurais aimé savoir? De manière générale, j'aurais aimé savoir que les rêves changent de forme, qu'ils évoluent en fait. J'aurais aimé que très tôt, on me dise qu'il n'y a pas de chemin préétabli, que je n'avais pas à avoir forcément un parcours, que ce soit professionnel ou personnel, écrit à l'avance. Ça m'aurait évité, quoi qu'on dise, beaucoup de frustration et ça m'aurait évité beaucoup d'attentes. Dans le sens où j'aurais compris très tôt que il n'y a pas de bonne ou de mauvaise voie et qu'il n'y a pas, professionnellement parlant, de bons ou de mauvais choix. Qu'il s'agit simplement de se sentir bien dans ce qu'on fait, d'être bien avec la personne qu'on est et que ça suffit amplement, qu'on n'a pas besoin en fait de se focaliser sur ce qui paraît être la bonne chose à faire. Voilà, ça c'est une des premières choses que
j'aurais aimé savoir, dans le sens où très tôt, ça m'aurait permis d'éviter certaines frustrations que finalement j'ai eu du mal à gommer dans ma vie, et me rendre compte que je suis, comme je le dis, hein, je suis au bon endroit, au bon moment. Je n'ai pas forcément pris le chemin auquel je m'attendais de base, mais que ce n'est pas plus mal, qu'au contraire, j'ai gagné en temps. Parce que peut-être que je serais allée sur cette voie que j'estimais être celle à suivre absolument, c'est-à-dire faire, je sais pas moi, suivre des études classiques et me rendre compte que c'était pas ce qui était bien pour moi et devoir tout reprendre de zéro. Donc ça, c'est une des choses que j'aurais aimé savoir très tôt. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a une seconde chose ou on peut passer à une question intéressante? Une seconde chose, ce qui vient là tout de suite, voilà, ça je pense que c'est au niveau personnel, hein. Il y a cette phrase que j'adore, qui dit en fait, que je vais un petit peu paraphraser parce que je l'ai pas du tout en tête, mais qui dit que l'arche de Noé a été construite par des gens qui n'y connaissaient rien, tandis que le Titanic a été construit par des professionnels. Ouais. Et ça, c'est une phrase, je la paraphrase parce que je l'ai pas en tête, mais j'aurais aimé qu'on me dise ce genre de choses plus tôt pour me faire comprendre que ce qui est important finalement, c'est pas vraiment le nombre de diplômes que je pouvais avoir, mais la connaissance que j'avais envie d'avoir et l'expérience surtout. Ça c'est super important. Il y a des choix et enfin surtout, j'aurais aimé savoir qu'il faut planifier. Ça, c'est un truc que j'ai appris très très tard, qu'il fallait planifier, que c'est pas plus mal de se donner je vais pas dire des deadlines, mais de prévoir les choses. Parce que moi, en vrai, je n'ai rien planifié. Moi, ma vie, à aucun moment, je vais dire peut-être les 2 dernières années, hein, mais avant ça, je n'avais aucun plan. Moi, j'ai toujours avancé à vue d'œil. Ok, ça me va, heureusement, mais c'est pas plus mal de planifier. Ça permet finalement d'éviter certaines erreurs et de rester focus sur une certaine idée qu'on a. Ouais. Et je pense que c'est tout. Si je peux me permettre, j'aurais aussi aimé qu'on me dise très tôt, que parfois il faut juste savoir abandonner. Quand ça marche pas, tu forces pas, tu lâches. Ça, c'est un autre truc que j'ai appris très tard et que je me dis qu'on aurait dû me dire que quand tu essaies 1 fois, 2 fois, 3 fois, que ça ne marche pas, il faut lâcher, simplement. Ok. Bah, même moi, j'apprends beaucoup de choses. Hein, et je me retrouve un peu en fait dans ce que tu aurais aimé savoir. Et je suppose que tous ceux qui nous écoutent aussi se retrouvent un peu, surtout concernant le diplôme et le fait qu'il faut lâcher prise, qu'il ne faut pas trop forcer à certains moments. Et ça, je pense que quelque part, et on revient toujours sur le même sujet, c'est que il y a beaucoup de sujets dont on aurait vraiment discuté avec nos parents. Je me rends compte de ça. Mais bon, nous, peut-être, on va essayer de rectifier le tir, probablement. Donc, voilà. En fait, tu as dit quelque chose tout à l'heure concernant ce que tu aurais aimé savoir. Et moi, j'ai eu envie de te poser une question. Est-ce qu'il t'est arrivé de prendre des décisions juste pour satisfaire le regard des autres? Ah oui, comme tout le monde, hein. Je pense que oui, à un moment de ma vie, j'ai pris certaines décisions parce que c'était apparemment ce que les gens attendaient de moi, soit ma famille, soit mes amis, soit mon entourage professionnel.
c'était en gros ce que les gens attendaient de Samantha parce que c'est comme ça que les choses doivent se faire. Et au-delà, je pense que j'ai pris certaines décisions parce que j'avais besoin peut-être d'alimenter cette image de femme forte qui se laisse pas atteindre et qui peut tout supporter. Donc oui, j'ai eu à prendre des décisions que je refuse de dire que je regrette, mais que voilà, que je n'aurais pas forcément prise si j'avais pris le recul qu'il fallait à ce moment-là. D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour ce petit ping que tu viens de faire. Je pense que c'est très important. J'ai eu à poser la question justement parce que je pense que tout à l'heure, quand tu disais ce que tu aurais aimé savoir, j'ai senti qu'il y avait peut-être un peu de ça là-dedans, en fait. Et donc, je voulais juste être sûr que peut-être, est-ce que tu es passé par là ou pas, un peu comme nous tous, hein, pour Ouais. satisfaire un peu le regard des autres. Et donc, la dernière question, et puis après, on passe à la question des recommandations, conseils et tout. Là, tu as parlé tout à l'heure du fait que tu as eu à prendre peut-être des décisions pour consolider, je mets ça en griffe, peut-être ta position de femme forte, etc. Quelque chose comme ça, si j'ai bien compris. J'aimerais juste, en fait, avoir ton avis, Samantha, sur le féminisme actuellement. J'étais sûre qu'on allait aborder cette question, tu vois. Moi, je suis une féministe. Je refuse de rejeter ce terme-là parce que, à mon avis, beaucoup d'entre nous refusent aujourd'hui de porter ce nom, cette étiquette, parce que peut-être elle ne se retrouve pas dans les multiples formes de féminisme qui existent aujourd'hui. Ce que je pense du féminisme aujourd'hui, c'est que, il faut l'admettre, il y a multiples féminismes. Parce que, en vrai, nous n'avons pas toutes les mêmes défis, nous n'avons pas tous les mêmes rêves, nous n'avons pas toute la même évolution ou alors le même cadre de vie. Donc pour moi aujourd'hui, déjà, la première chose en tant que femme et en tant que féministe, c'est d'admettre que le féminisme, il est multiple, voilà, déjà. Ensuite, moi, mon féminisme, je le résume à une seule chose, une phrase qui, pour moi, définit mon combat, en tout cas ma partie du combat. Et cette phrase, elle s'adresse à toutes les femmes qui se considèrent comme féministes ou pas. Et c'est très simple, c'est que, en fait, pour chacune d'entre elles, pour leur combat, pour leurs rêves, pour ce en quoi elles espèrent, qu'elles sachent qu'elles pourront compter sur moi pour parler, pour lutter, pour que leur voix soit entendue, même quand je ne serai pas d'accord avec elles. Parce que ça arrive. Il se peut que leur combat ne rejoigne pas le même parce que on n'a pas forcément les mêmes valeurs, on n'a pas la même éducation, on n'a pas le même parcours. Donc c'est très probable que notre manière de voir les choses à un moment ou à un autre ne correspond pas, clairement. Mais mon féminisme à moi, c'est de dire à chacune d'entre elles, chacune de mes sœurs, j'adore appeler les autres femmes mes sœurs parce que je crois profondément en tout ce qui est sororité. Et donc ce que j'ai envie de leur dire, c'est que même quand je ne serai pas d'accord avec elles, même quand ça va me dépasser, je me battrai au moins pour que leur voix soit entendue, tout simplement. Et pour moi, ça résume le gros de mon combat. C'est pas autre chose. Et puis, le féminisme auquel je crois ne voit pas l'homme, petite tâche, comme mon ennemi. Non, loin de là. Parce que j'ai beaucoup de chance de connaître des hommes qui, au quotidien, se déclarent comme féministes et qui comprennent le combat, qui comprennent pourquoi aujourd'hui les femmes doivent avoir des droits, pourquoi la voix des femmes doit être entendue. Et je considère qu'ensemble, on peut faire bouger les choses beaucoup mieux, plutôt que de se battre les uns contre les autres pour des histoires qui généralement
ne valent absolument pas la peine. C'est intéressant. Et je suppose, et c'est vraiment une simple supposition, que Samantha des réseaux sociaux et Samantha de la vie réelle, sur le plan du féminisme, c'est la même Samantha. Oui, mes valeurs ne changent pas. Ce que je montre sur les réseaux ou dans la vraie vie, ça change. C'est-à-dire que si j'ai envie de pleurer parce que je suis touchée par quelque chose, c'est en fonction de ce que je veux montrer. Soit je décide de me montrer forte parce que j'estime qu'à ce moment-là, il faut que je sois forte et que c'est l'image que je dois renvoyer de moi. Soit je décide de me montrer faible. Et en règle générale, j'ai pas forcément envie de pleurer sur les réseaux parce que ça me ressemble juste pas. J'ai pas envie d'attirer la pitié, tu vois. Donc, s'il faut que je pleure, je vais pas le faire en ligne. Je vais le faire dans mon intimité à moi. Mais mes valeurs, qu'elles soient relatives au féminisme ou à autre chose, ne changent absolument pas, que ce soit sur les réseaux ou dans la vie réelle. D'accord. J'espère que tous ceux qui nous suivent ont compris justement la nuance que tu as faite, justement, quand tu parles de ce que, en fait, la personne que tu es sur les réseaux sociaux et la personne que tu es justement dans la vraie vie. Et donc, là, on est en train de tendre vers la fin de l'émission. Et je suppose, honnêtement, te connaissant, que tu as des conseils ou des recommandations, je ne sais pas trop, sur un certain nombre de choses à nous donner, tout simplement. Parce que ceux qui nous écoutent ont entre 18 et 35 ans. Donc, je suis sûr que il y a des gens qui vont quand même, qui vont aimer, qui vont peut-être apprendre un certain nombre de choses de tout ce que tu vas partager. Donc, Samantha, est-ce que tu as des conseils à donner? Je sais pas. Des conseils, disons des recommandations. Parce que conseil, oula, c'est un grand mot. Des recommandations à prendre ou à laisser, comme je dis toujours. Déjà, je voudrais parler à mes petites sœurs, à mes petits frères, parce que voilà, moi je suis une grande sœur, une tata. J'aime beaucoup ce terme en plus. Non, c'est vrai. En règle générale, ça dérange les gens quand on t'appelle tata alors que tu as 30 ans. Tu es là, ouais, mais je suis pas encore vieille, mais j'aime beaucoup. J'adore quand on m'appelle tata Sam. Je suis là, non, c'est trop bien. Bref. À mes petits frères et à mes petites sœurs, la recommandation que j'ai, ce serait de dire que voilà, déjà, j'aimerais leur dire ce que moi, on ne m'a pas dit, que les rêves changent de forme, qu'ils évoluent. Donc, qu'ils n'ont pas à s'inquiéter si ils ont l'impression de ne pas être là où ils espéraient être à ce moment précis de leur vie. C'est pas grave. Ce n'est absolument pas grave. Peut-être que certains d'entre eux se sont dit qu'à 25 ans, j'aurai mon premier job et que, je sais pas moi, aujourd'hui, ils ont 26, 27 ans, ils n'ont toujours pas ce boulot. Peut-être que certaines se sont dit qu'à 24 ans, je serai mariée et que c'est toujours pas le cas, que certaines ont peut-être 35 ans, n'ont pas encore d'enfants et se disent qu'elles ont raté leur vie. En vrai, c'est important de retenir que les rêves changent de forme. Et lorsqu'ils changent de forme, généralement, en tout cas, c'est ce que moi j'ai pu apprendre, ils évoluent. Et quand ils évoluent, c'est souvent de la meilleure des manières. Donc, qu'ils ne puissent pas laisser tomber leur enthousiasme parce que ils ont l'impression que simplement leurs objectifs ne sont pas atteints. Une autre phrase que j'aime beaucoup, je vais paraphraser, je vais pas arrêter de paraphraser, mais ça dit qu'en gros, j'espère que ils ne vont pas étouffer leurs rêves d'enfant avec leurs problèmes d'adultes. Aujourd'hui, ils sont pas là où ils espèrent être, mais ce n'est pas grave. Dans 10 ans, ils comprendront pourquoi ils avaient besoin de passer par là. Donc, à nous on continue d'avancer et on continue à y croire, toujours. Ensuite, pour ce qui concerne la vie familiale, la vie amoureuse, la vie personnelle, là encore, c'est les mêmes conseils. Il n'y a pas de route préétablie. Il y a
En fait, il n'y a rien que je pourrais vous dire là maintenant qui va rester vrai éternellement, en fait, ou qui va forcément marcher pour vous parce que ça marchait pour moi. C'est faux. Donc, n'hésitez pas à essayer, tomber, cassez-vous la gueule. C'est pas grave. L'échec, ça fait partie du jeu. Mais à un moment, si vous en ressentez le besoin et si vous avez tellement essayé, abandonnez. Parce que parfois, abandonner, ce n'est pas juste laisser tomber et puis être en échec. Au contraire, parfois, abandonner, c'est aller vers autre chose, quelque chose de meilleur, quelque chose qui va vous reconstruire vers cette évolution de votre rêve. Donc, n'hésitez pas à laisser tomber les choses parfois. Ouais, donc je crois que j'ai fait le tour. Je suis sûre qu'après je vais me dire ah j'aurais dû dire ça mais je l'ai pas dit, mais c'est pas grave. Soyez vous-même, profitez de la vie. Je pense qu'avec cette année 2020, on a tous appris à quel point la vie elle est précieuse. On va toujours parler de vous, ça c'est sûr, d'une manière qui ne va pas vous correspondre, mais ce n'est pas grave. Vous aurez l'impression que votre vie c'est n'importe quoi, mais ce n'est pas grave. Continuez à avancer, ne baissez pas les bras, restez positif, profitez de chaque minute et profitez des gens qui vous aiment. Voilà. Avec le temps, j'aime beaucoup quand je dis avec le temps, j'ai l'impression que j'ai vécu je ne sais combien de temps, mais je veux dire avec le temps, moi j'ai appris que ce qui compte, c'est pas non plus le nombre de personnes sur votre route ou alors le nombre de personnes qui vous aiment. Ce qui compte, c'est le nombre de personnes autour de vous, ou en tout cas les personnes autour de vous qui sont capables de vous dire, en vous regardant dans les yeux, tu es en train de faire n'importe quoi. Et si vous avez ces personnes-là sur votre, sur votre chemin, que ce soit votre chérie, que ce soit votre maman, que ce soit vos frères, vos sœurs, si vous avez ces personnes-là sur votre chemin, ne les laissez pas tomber parce que vous en aurez besoin. Ce sont ces personnes-là qui pourront vous dire à un certain moment de votre vie que vous êtes en train de faire n'importe quoi et qu'il va falloir revoir un petit peu les choses. Voilà. Excellent, excellent, excellent. Mais moi, je vais quand même prendre de bons conseils chez toi dans tout ce que tu as dit. Donc, ça peut toujours être utile. Mais franchement, merci Samantha pour le partage, pour t'être livré, tout simplement. Merci surtout pour les conseils aussi, ou les recommandations, comme tu le dis très bien. J'espère vivement en fait que tous ceux qui nous ont suivis ont pu apprendre un certain nombre de choses. Et surtout, merci de nous avoir partagé ce que tu aurais aimé savoir. Parce que je pense qu'il est important, comme tu l'as très bien dit vers la fin du podcast, de pouvoir conseiller les autres sur ce qu'on n'a pas eu comme conseil ou de pouvoir recommander un certain nombre de choses qu'on n'a pas eu, nous, en fait, à notre niveau lorsqu'on était plus jeune. Et donc, on va essayer de rectifier le tir en quelque sorte. Et je pense que aujourd'hui, tu y as contribué, tu y as participé à la construction de quelque chose qu'on est en train justement de faire progressivement. Et je suis vraiment très ravi en fait de t'avoir dans cette émission. Plaisir partagé. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à tous ceux qui vont nous suivre. Ouais, je parle beaucoup, je sais, mais c'est généralement pour dire des choses bien. Donc voilà, prenez soin de vous surtout et profitez de la vie, quoi. Profitez de vous, des vôtres et de tout ce que peut nous offrir la vie. D'accord. Merci beaucoup, Samantha. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et on se dit à tantôt. Ciao. Salut, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as apprécié l'échange que j'ai eu avec Samantha Tracy dans cet épisode. Je pense que c'est l'un des épisodes que j'apprécie beaucoup, à part l'épisode 1 avec Sefa Kososa. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout ce qu'en fait Samantha voudrait bien savoir, ou aurait bien voulu savoir plutôt,
ce sont des choses en fait qui nous concernent un peu tous. Alors, on va y aller mollo et je pense que tu as forcément retenu pratiquement la même chose que moi, mais je vais en profiter pour y laisser mes conseils, d'accord? Alors, la première chose, c'est diplôme, compétences, pratiques. Tu sais, on a tous été éduqués en mode voilà, licence, master, doctorat, surtout avec le système LMD qui est tout d'un coup apparu dans plusieurs pays en Afrique. Et là, on se retrouve en fait à rechercher tous le doctorat. En fait, on se dit qu'en fait, c'est seulement avec le doctorat qu'on peut être valorisé sur le marché, etc. Et on oublie en fait les expériences, la pratique, le fait même de se cultiver personnellement, les connaissances qu'on peut acquérir en fait autrement qu'à travers les études, qu'à travers le fait de suivre un cours en fait. Et ça, je pense que c'est vraiment un gros travail. En fait, on doit changer de mentalité sur ça. C'est primordial. Le doctorat, c'est pas non plus le sésame, c'est pas le saint graal. Tu peux avoir le doctorat et chômer. Il existe des personnes qui ont le doctorat et chôment. Pourquoi? Parce que quelque part, il faut bien affiner son projet. Tu vois? Il existe des personnes qui ont peut-être le doctorat dans un domaine donné ou dans un domaine donné et qui se rendent compte que, ah mince, j'aurais dû peut-être faire ceci ou cela, j'aurais dû peut-être faire l'informatique, j'aurais dû peut-être faire, je sais pas trop, l'agroéconomie, j'aurais dû peut-être faire la gestion, j'aurais dû faire, je sais pas, les ressources humaines, l'intelligence artificielle, je dis n'importe quoi, hein, bien évidemment, mais ce sont de petites choses qui font réfléchir. On n'est pas tous obligés de faire du droit pour réussir. On n'est pas tous obligés en fait de faire de la sociologie pour réussir. On n'est pas tous obligés de faire de l'informatique pour réussir. Comme on n'est pas tous obligés d'être entrepreneurs pour réussir. Donc, ce que moi je te conseille de faire, c'est vraiment de faire un check-up personnel. Et si tu dois rencontrer, c'est pas des experts en ressources humaines qui pourront t'aider à mieux connaître ton profil, à mieux saisir tes compétences, etc. Fais-le. Il y a une personne que je connais, ou des personnes que je connais, ou un cabinet que je connais qui pourrait vous accompagner dans cela. Optimum Partners qui est à Lomé, au Togo, et deux personnes que je connais qui sont formidables, Elolo Adra et Brice Tiendo, qui pourront bien entendu vous accompagner. Ils sont à Lomé et vous pourrez facilement les retrouver en ligne. Et vous pourrez aussi me contacter si vous voulez en fait leur contact. Ce sera avec plaisir que je vous les donnerai. Mais vous pourrez trouver Optimum Partners en ligne sans souci sur Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn. Donc je pense que c'est important de pouvoir mieux connaître ce qu'on est capable de faire en fait, en savoir plus. Parce qu'il y a des gens qui ont des aptitudes, des compétences, mais qui ne le savent même pas. Donc c'est important. Et je remercie Samantha Tracy d'être revenue sur l'importance des compétences au lieu des diplômes. Le diplôme c'est bien, mais sans expérience professionnelle, c'est compliqué. Alors, la seconde chose, c'est que les rêves évoluent. Et moi, je lis ça un peu à la pratique, aux expériences, et pas seulement les expériences professionnelles, même les expériences personnelles, tout ce qu'on vit au quotidien. Nos rêves évoluent, oui. Peut-être que tu voulais devenir médecin, c'est pas trop en santé publique, et finalement tu t'es retrouvé à être, je sais pas trop, chirurgien, ou tu t'es retrouvé dans l'agroéconomie. Je dis n'importe quoi. Mais nos rêves évoluent. Nos rêves évoluent. Et quelque part, on revient sur le fait de vraiment identifier ses compétences, de vraiment identifier ce qu'on est capable de faire. Et surtout de trouver une voie qui nous rend heureux. Si, en fait, je me dis que ce serait quand même dommage de travailler dans une entreprise et de ne pas être heureux du tout, honnêtement. Genre, que ce soit un supplice d'aller au boulot, que ce soit un supplice d'entreprendre une activité donnée. Pour moi, ça n'a pas de sens. Il faut que ce soit de la joie, il faut que ce soit de la passion. Il faut choisir quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous fasse plaisir ou qui vous fait plaisir. Quelque chose qui vous pousse à innover de jour en jour. C'est important non seulement pour vous, mais pour votre entourage. Partons du principe que vous avez une famille.
plus vous êtes heureux professionnellement, personnellement, plus vous transmettez de la joie autour de vous. Donc, ça dépasse vraiment le volet professionnel finalement, le fait de travailler dans un environnement ou dans un secteur d'activité qui nous passionne. Ça va au-delà de l'aspect professionnel. Donc, prenez ça vraiment en compte, c'est primordial. Il y a aussi le fait il y a un autre sujet avant de s'engager dans une relation amoureuse, bien évidemment, pas une relation professionnelle, de bien connaître la personne avec qui on veut partager sa vie. C'est primordial. Je le dirai toujours en fait, les 5 langages de l'amour de Gary Chapman, c'est pas de la blague. Il faut connaître les langages de l'amour de l'autre et pour ça il faut du temps. Il faut du temps. Vous pouvez lire en fait un article écrit par Audrey Kubodena, qui est blogueuse togolaise. Vous pouvez retrouver facilement en ligne. Je pourrais mettre le lien dans la description si vous voulez, pas de souci également, qui a écrit un article sur les 5 langages de l'amour. J'ai aussi réalisé plusieurs épisodes podcast sur ce sujet que vous pourrez retrouver très facilement dans cette émission. Alors, j'espère que ça vous fera plaisir, j'espère que ça va vous aider. Il y a quelque chose que je vais mentionner également, qui est la dernière chose concernant justement cet épisode, c'est le fait de savoir quoi montrer sur les réseaux sociaux. Samantha Tracy l'a dit très bien, elle ne montre pas des choses qui dévoilent son intimité par exemple. Donc elle choisit les choses qu'elle veut montrer sur les réseaux sociaux. Je vous conseille vraiment de le faire, honnêtement, de montrer que des choses qui ne vont pas vous incriminer dans 10 ans, dans 5 ans, dans 3 ans. Parce que Internet a une mémoire, donc faites très attention à vous, c'est primordial. J'en profite pour revenir sur l'épisode passé avec Renaud de sa vie et je conseille vraiment aux gens de lire en fait les liens que j'ai introduits dans la description du podcast, donc de l'épisode 11, parce que ça vous permettra de mieux comprendre en fait, les propos de Renaud et surtout de mieux comprendre ce qu'il veut dire en décrivant le féminisme, etc. J'espère que vous avez apprécié la définition du féminisme par Samantha et je pense que Samantha va un peu dans le même sens que Renaud concernant le fait qu'il y a plusieurs types de féminisme, etc. J'espère que ça vous a été utile, j'espère que cet épisode honnêtement vous fera plaisir à vous, te fera plaisir également à toi qui m'écoute personnellement, fera plaisir aussi à tes petits frères, à tes petites sœurs, parce que je pense qu'il y a de jolis conseils là-dedans qui pourront être très très utiles. Et n'oubliez pas quelque chose de primordial. La vie a un début et une fin. L'important, c'est ce que vous en faites. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. On se retrouve pour l'épisode prochain. C'était bien Eden Betoglu. C'était bien l'émission. Ce que j'aurais aimé savoir. À tantôt.